C'est ici, sur Terre, que l'histoire de la vie a commencé, il y a 3,5 milliards d'années. Il a fallu des conditions extraordinaires, peut-être uniques dans l'univers, pour que les premiers êtres vivants voient le jour. La vie a colonisé tous les espaces de notre planète, les océans, le ciel et les terres. Mais une différence de quelques degrés suffit à bouleverser ces équilibres. La première grande révolution dans l'histoire de la vie date de 450 millions d'années. Pendant cette période qu'on appelle l'Ordovicien, les continents se concentrent au sud de la planète. Le climat est plus chaud qu'aujourd'hui d'environ 2 degrés. Les glaces sont quasi inexistantes et les océans 600 mètres au-dessus du niveau actuel. C'est un monde bien différent du nôtre. En fait, il n'y avait pas de plantes terrestres, et donc pas d'animaux terrestres. Si l'on se promenait sur la terre ferme, à l'Ordovicien, on trouvait des lichens, des champignons, des bactéries, mais pas de plantes. Aucun écosystème terrestre à proprement parler. Dans les terres, il n'y a pas âme qui vive. Mais dans les mers, après plusieurs milliards d'années de vie sous forme de bactéries, des créatures extraordinaires sont enfin apparues. Les océans abritent un premier paradis. La vie explose. Dans les océans, c'est même l'effervescence. À l'Ordovicien, on trouve des animaux appelés trilobites qui ressemblent à de petits cloportes. Ils ont des yeux, des pattes, un corps constitué de plusieurs segments et se déplacent sur le fond marin en se nourrissant de matière organique. Il y a aussi des coraux, différents de ceux que nous connaissons. Et enfin un groupe d'animaux appelés crinoïdes, qui ressemblent à des plantes, mais ce sont bien des animaux. Ils s'ancrent au fond des océans, ont une longue tige surmontée d'une fleur, qui est en fait le corps de l'animal. À l'intérieur de ce calice se trouve sa bouche, son estomac et son anus. Au-dessus, les pétales sont en fait de petits bras qui filtrent le plancton dont ils se nourrissent. Dans le monde de l'Ordovicien, se déplacer où et quand on veut est un privilège. Seuls quelques animaux parviennent à décider de leur destination, comme ces poissons qui possèdent déjà une colonne vertébrale. Ou comme ces conodontes qui ressemblent à des anguilles miniatures. Les ancêtres du poulpe et de la pieuvre, les céphalopodes, qui peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres de long, se laissent dériver pour capturer leur proie. C'étaient de féroces prédateurs. Imaginez, vous nagez à leur côté et vous vous faites gober. Cette fois, les rôles sont inversés. Ce n'est pas vous qui mangez le calamar, c'est le calamar qui vous mange. Pendant des millions d'années, la vie foisonne dans les eaux peu profondes autour des continents. Mais pour une raison encore inconnue, la température des océans chute d'environ 4 degrés. Un refroidissement qui suffit à bouleverser la planète. L'eau de mer qui s'évaporait et qui retombait en pluie sur les continents ne s'écoule plus vers les océans. Elle s'accumule sous forme de glace. À mesure que la glace se forme, le niveau des océans baisse. Et donc, dans un écosystème marin peu profond, les zones abritant les animaux diminuent et il y a risque d'extinction.
À l'échelle d'une civilisation humaine qui aurait vécu 10 000 ans, rien n'aurait été perceptible. Pas plus que pour 100 civilisations humaines. Parce que la baisse du niveau de la mer et l'accumulation des glaces sont des processus naturels très lents. Après cette première vague de froid, les températures se remettent alors à grimper. Les glaces fondent. Le niveau des eaux remonte. Les milieux de vie sont à nouveau bouleversés. Les populations déjà affaiblies sont laminées. Cette double crise climatique provoque la première extinction de masse de l'histoire de la Terre. À la fin de l'Ordovicien, 85% des espèces se sont éteintes, jusqu'à leur dernier individu. Au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, les collections de fossiles gardent la mémoire de nos mondes disparus. Les extinctions de masse sont des périodes dans l'histoire de la Terre où la biodiversité va être quasiment éradiquée, et ça dans un laps de temps relativement court. À l'échelle géologique évidemment, on parle ici de centaines de milliers d'années, voire de millions d'années. Parmi les survivants de l'extinction de l'Ordovicien, il y a les nautiles, que Loïc Villiers étudie. Ils n'avaient pas encore leur forme légendaire en spirale. Leurs coquilles étaient de forme allongée et ils avaient la capacité de se déplacer. Comment ont-ils réussi à survivre alors que leur environnement se transformait? À la fin de l'Ordovicien, quand les espaces de plateaux continentaux se réduisent et que le climat change, les espèces sont forcées de se déplacer en même temps que le changement des écosystèmes qui leur sont favorables. Si on prend un nautile, ces animaux de l'Ordovicien, comme les nautiles d'aujourd'hui, étaient vraisemblablement capables de se déplacer en nageant. Mais à l'Ordovicien, rares sont les espèces capables de fuir pour trouver des milieux de vie plus accueillants. Celles qui vivent fixées au sol sont décimées, à l'exception d'une poignée de miraculés. Ces crinoïdes vivent ancrés, attachés sur le fond de la mer. À l'état adulte, ils sont incapables de se déplacer. Comment font-ils? Eh bien, ils utilisent le stade larvaire dans leur mode de déplacement, où chaque individu va émettre ses gamètes dans l'eau et la reproduction se fera dans le plancton. Et dans le plancton, les larves pourront flotter pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et se déplacer ainsi au gré des courants. Quand elles retombent, ou bien elles trouvent un environnement favorable et elles se développent, ou bien elles meurent. C'est comme ça que ces animaux arrivent à se déplacer et à migrer en même temps que les changements environnementaux. Les crinoïdes, comme les nautiles, sont 2 groupes qui ont survécu à la fin de l'Ordovicien. La migration des espèces est une course contre la montre. Aujourd'hui, ce déplacement d'une génération à l'autre est visible sur le flanc de nos montagnes. Alors que le climat se réchauffe, les plantes à fleurs remontent le long des pentes escarpées, toujours plus en altitude, vers un air plus frais. Elles colonisent des endroits où elles étaient totalement absentes il y a encore quelques années.
Elles entraînent avec elles les insectes et les petits rongeurs qui s'en nourrissent. Mais cette migration a ses limites. Plus on grimpe en altitude, plus les surfaces se réduisent, diminuant d'autant les populations. Lorsque le climat se dérègle, pouvoir se déplacer devient une question de survie. Parmi les quelques espèces qui sont parvenues à fuir, il en est une bien particulière, le poisson osseux. L'extinction de masse de la fin de l'Ordovicien a éliminé 85% des espèces, mais ce poisson osseux, lui, va se frayer un chemin singulier dans l'arbre de la vie. Ses descendants vont se diversifier et donner naissance à tous les vertébrés qui ont existé. Sans lui, aucun dinosaure n'aurait foulé le sol terrestre. Aucun oiseau ne volerait dans le ciel d'aujourd'hui. Aucun mammifère, aucun serpent n'aurait existé. Et aucun être humain n'aurait pu raconter l'histoire de la vie. Entre chaque extinction, la vie évolue dans des milliards de formes différentes. Chaque famille, chaque groupe, chaque espèce forment un gigantesque arbre foisonnant. Il y a toujours des gagnants à la loterie des extinctions. Et ce sont ces survivants qui vont se multiplier et déclencher une nouvelle évolution. Pour comprendre de façon simple les extinctions de masse, il faut considérer les survivants comme des gagnants. Leurs descendants sont ceux qui repeupleront la Terre à la période suivante. Après une extinction de masse, un monde ne renaît jamais à l'identique. Quelques dizaines de millions d'années après l'hécatombe de l'Ordovicien, les survivants ont engendré une ère nouvelle, le Dévonien. C'est un monde nouveau avec de nouvelles proies, de nouveaux prédateurs. Dans les océans, on appelle cette période l'âge des poissons, car les poissons ont évolué, se sont diversifiés, et certains sont énormes. L'un des plus grands poissons de tous les temps s'appelle le Dunkleosteus. Le Dunkleosteus est le superprédateur de l'âge des poissons au sommet de la chaîne alimentaire. La plupart des autres animaux peuvent devenir ses proies, tout comme ses propres congénères. Au Muséum d'histoire naturelle de Paris, sa mâchoire est exposée sous la forme d'un moulage grandeur nature. C'est l'arme d'un prédateur redoutable. Le paléontologue Gaël Clément étudie les placodermes, la grande famille à laquelle appartient le Dunkleosteus. Cet animal fait partie du groupe des placodermes, c'est-à-dire qu'il a des plaques osseuses épaisses situées sous la peau. Ici, donc, on a les mâchoires avec des formes pointues qui ne sont pas des dents, parce qu'à l'époque, les dents n'existaient pas encore. C'est vraiment l'os de la mâchoire qui présente cette forme de tenaille pour pouvoir écraser et découper les proies dont il se nourrissait. Alors nous avons ici cette cuirasse, cette véritable armure sur le crâne, sur le thorax, mais il faut imaginer un animal qui pouvait atteindre 9 à 10 mètres de long. Nous avons ici un modèle au 1/10 du Dunkleosteus, où on retrouve ici donc le crâne, le thorax et ce corps qui est puissant et musculeux et qui lui permettait donc de poursuivre ses proies dans les océans du Dévonien.
L'apparition des mâchoires est un événement évolutif très important, puisque pour la première fois, les organismes avaient des possibilités d'avoir différentes sources d'alimentation. Certains broutaient des algues, souvent de petite taille, d'autres broyaient des mollusques, des arthropodes, et là les tailles, on peut dire qu'elles étaient intermédiaires. Et après, on avait des prédateurs, d'autres vertébrés, tels que Dunkleosteus, qui est vraiment le summum au niveau de la taille et de la puissance, en tant que méga prédateur des placodermes. Si le Dunkleosteus n'existe plus que dans les musées, c'est qu'un nouveau cataclysme a fait vaciller la vie. Cette fois-ci, c'est sur les terres que le scénario d'une catastrophe s'enclenche. Alors que jusque-là, seules quelques mousses jonchaient les roches, des fougères et des arbres jaillissent de terre. Au Dévonien, on passe de rien à des forêts. C'est donc à cette période qu'on observe enfin un environnement terrestre qui commence à ressembler à ce que nous connaissons. Mais la transpiration des arbres provoque les premières grandes pluies continentales. Les torrents emportent les détritus organiques issus de la végétation jusque dans les océans. Ces nutriments provoquent un appauvrissement de l'oxygène dissous dans l'eau. Un refroidissement général et un fort volcanisme aggravent encore la crise. Les ressources alimentaires de tous les animaux marins s'amenuisent. La chaîne alimentaire est entièrement déréglée, jusqu'à son sommet. Le Dunkleosteus, le super prédateur du Dévonien, n'a plus rien à croquer. Une des hypothèses, c'est que les placodermes étaient déjà assez diversifiés par rapport à leur écologie, par rapport à leur mode alimentaire. C'est-à-dire que sans doute ceux qui broutaient les algues étaient adaptés à un certain type d'algues, ceux qui broyaient les mollusques à un certain type de mollusques, et les méga-prédateurs, comme par exemple Dunkleosteus, à un certain type de proie également. À partir du moment où on change l'environnement, les proies dans toute la chaîne alimentaire se réduisent en quantité, et quand il n'y a pas de possibilité d'aller s'alimenter sur un autre groupe, il y a de très grandes chances de disparaître suite à ces crises. Le dérèglement des chaînes alimentaires est typique des crises écologiques. Le destin des uns dépend de celui des autres. Aujourd'hui, la disparition progressive des forêts en Écosse n'est plus la conséquence des coupes de bois par les humains. C'est un effet indirect, lié au dérèglement global d'un écosystème. Ces cerfs, qui semblent sur leur garde, n'ont en fait plus à craindre aucun prédateur. Le dernier loup des forêts écossaises a été abattu en 1680. Désormais, les cerfs broutent tranquillement chaque nouvelle pousse d'arbre dont ils raffolent. C'est ainsi que l'éradication du loup par les hommes au XVIIe siècle a pour conséquence la régression des forêts 3 siècles plus tard. La crise du Dévonien a entraîné la disparition de 3/4 des espèces marines. Mais sur les terres, les forêts sont désormais luxuriantes. Elles pourraient devenir un garde-manger inépuisable pour ceux qui parviendraient à s'y aventurer. En fait,
Vous avez donc toute une variété de poissons qui évoluent en eau peu profonde. Leurs nageoires ont une forme de lobe, et en observant leurs fossiles, on aperçoit des os dans ces nageoires. Et c'est cette lignée de poissons qui a finalement évolué pour devenir les amphibiens. Lorsque disparaissent les aliments auxquels on est habitué, changer de menu est une stratégie de survie. Ce Tiktaalik, un descendant du poisson osseux qui avait survécu à la première grande extinction de l'Ordovicien, a de nombreux atouts pour s'aventurer sur les terres et profiter de leurs ressources alimentaires. Il possède des branchies pour respirer dans l'eau, mais également un poumon pour survivre à l'air libre. Et 4 nageoires robustes qui vont devenir des pattes. C'est pendant le Dévonien que les vertébrés évoluent d'une forme exclusivement marine à une forme terrestre. En gros, ce sont des poissons qui ont appris à marcher sur la terre ferme. Alors que les océans sont devenus irrespirables, une espèce de poisson va sortir la tête de l'eau. Les sarcoptérygiens, qui descendent des survivants de la première extinction, résistent à leur tour à la deuxième et s'aventurent sur les terres. C'est une nouvelle histoire de la vie qui commence. Au Permien, les grands arbres se développent et grâce à la photosynthèse, l'air se remplit d'oxygène, la vie terrestre s'épanouit. Au même moment, les continents se rapprochent et forment un supercontinent, la Pangée. Un immense territoire à explorer s'ouvre aux animaux terrestres. Mais hors de l'eau, soulever son propre poids demande des efforts considérables. Et contrairement à la température des océans, celle de l'air peut varier de 40 degrés selon l'heure de la journée. Pour mieux protéger leur progéniture, les gorgonopsiens pondent les premiers œufs à coquilles dures. Tous les premiers animaux terrestres se déplacent à 4 pattes. On les appelle les tétrapodes. Ce sont les ancêtres des grands reptiles, des dinosaures et des mammifères. Il y avait des animaux qui ressemblaient à de grands iguanes, avec une très grande voile sur le dos. C'était en fait une extension de leurs vertèbres. Cette voile servait soit à impressionner le sexe opposé, soit à réguler la température du corps. En la positionnant par rapport au soleil, elle permettait d'absorber la chaleur ou au contraire, de s'en protéger. Ces pélicosaures qui se pavanent avec leurs voiles flamboyantes côtoient les dicynodontes dont l'allure est sans égale, des tétrapodes pourvus d'un bec. Leurs 2 longues dents leur servent à arracher les racines dont ils se nourrissent. Ces énormes herbivores peuvent eux-mêmes être les proies des plus grands prédateurs de la Pangée, comme le Titanophoneus, ou tueur titanesque. Des reptiles qui peuvent atteindre 5 mètres de long.
Et dans les mers, 100 millions d'années après l'asphyxie des océans, une nouvelle faune s'est épanouie. Nous aurions tous adoré faire de la plongée sous-marine au Permien. Les océans étaient remplis de créatures incroyables. Il y avait des coraux, des céphalopodes, les poissons étaient devenus plus gros et les premiers requins étaient apparus. L'un des plus étonnants était un animal appelé hélicoprion. Il avait une rangée de dents plantées en spirale dans sa mâchoire inférieure. Et lorsqu'elle se refermait sur sa mâchoire supérieure, elle coulissait comme une scie circulaire. Quand il attrapait une proie, il la découpait en deux et la dévorait. La taille des dents fossilisées de l'hélicoprion laisse penser qu'il pouvait atteindre 12 mètres de long. Sur les terres et dans les mers, la biodiversité du Permien est foisonnante comme jamais. Et pourtant, ce monde est condamné à disparaître. Toutes ces espèces vont être balayées par la catastrophe naturelle la plus dévastatrice que la Terre ait connue à ce jour. Un cataclysme qui va transformer ce paradis terrestre en enfer pendant des millions d'années. C'est dans l'actuelle Sibérie que tout a basculé il y a 250 millions d'années. Ces grandes falaises en escalier, qu'on appelle les traps, ont été formées par des coulées de lave successives sur des dizaines de milliers d'années. Pour étudier les liens entre le volcanisme et les crises des écosystèmes, le géologue Patrick de Wever se rend en Islande, où le paysage garde encore la marque vive d'un épisode volcanique plus récent. Alors ici, on a des laves cordées. Alors ça s'appelle des laves cordées tout simplement parce que ça ressemble à des cordes. Ça se forme parce que la lave est très fluide. C'est le genre de volcanisme qu'on trouve aujourd'hui en Islande, à Hawaï, et que l'on connaît très bien dans les traps de Sibérie. C'était le même type de volcanisme, bien plus violent là-bas, mais c'est le même type de roche. C'est quand même une roche qui est fondue, donc ça s'écoule à 1200 degrés. Alors on imagine que, outre la température, il y avait des gaz qui accompagnaient cela. L'Islande est une île entièrement formée à partir des écoulements de lave. Elle compte aujourd'hui encore des dizaines de volcans actifs. C'est un laboratoire à ciel ouvert pour les géologues. Quand il y a une émission de lave, dans la masse, il y a des trous. Et ces trous correspondent à des gaz, parce qu'en même temps que le magma, sortent des gaz. Alors il y a différents types de gaz, il y a de l'eau, il y a des oxydes de soufre, et il y a du gaz carbonique. L'eau, on sait que c'est un gaz à effet de serre, donc ça a tendance à réchauffer la température. Le gaz carbonique aussi, ça a tendance à réchauffer la température. Mais les oxydes de soufre ont un double effet. D'une part, ça donne des pluies acides, et puis ça voile la partie du soleil. Ça provoque une baisse de température et une quantité de lumière qui diminue, donc diminution de la photosynthèse. Donc peut-être moins de plantes en tout cas, voire disparition de quelques plantes. Mais les animaux se nourrissent de plantes. Donc moins de plantes, des animaux meurent, ceux qui sont herbivores, et puis bien sûr ceux qui se nourrissent d'autres animaux, les carnivores, eux aussi.
Depuis l'âge des civilisations humaines, c'est en Islande qu'a eu lieu la plus effroyable éruption volcanique. « 9 mois d'écoulement de lave ininterrompu ont façonné le paysage. » Ici, en Islande, en 1783, il y a eu un volcanisme qui s'est installé. Ça s'est fait le long d'une fissure. Il y a 135 volcans qui se sont mis à fonctionner en même temps et qui ont émis des laves qui sont du même type que celles des laves qu'on connaît dans les trappes de Sibérie. Les conséquences directes de cette éruption, c'est qu'il y a eu plus de 50% du cheptel animal, vaches et chevaux, etc., qui sont disparus. Et donc, s'en est suivi, bien sûr, une répercussion sur l'homme, et 20% de la population est morte. Mais il y a eu des répercussions jusqu'en Europe centrale et même au nord des États-Unis. En Islande, c'est un volcanisme qui a émis 12 km3 de lave. Donc 12 km3, c'est 4 km sur 3 km sur 1 km d'épaisseur. Les trappes de Sibérie, c'est 4 millions de kilomètres cubes. C'est l'équivalent de la surface de la France sur 6 à 7 000 mètres de haut. Ici, c'était 9 mois, et sur les trappes de Sibérie, c'était plutôt de l'ordre de millions d'années. Donc forcément, ici, on voit qu'il y a des influences sur l'ensemble de l'Europe. Mais de l'autre côté, il y a eu une influence sur la totalité de la planète. L'extinction du Permien est la mère de toutes les extinctions. Beaucoup de nos amis qui ont traversé tout le Paléozoïque disparaissent définitivement comme les trilobites. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres organismes marins qui avaient pourtant survécu aux précédentes extinctions. Désolé pour vous, les gars. Et pourtant, si nous sommes là pour raconter la troisième extinction de masse, c'est que la ligne de vie ne s'est pas tout à fait rompue. C'est en Chine, dans la province de Zhejiang, qu'on trouve la coupe de Meishan, une façade rocheuse formée naturellement qui rend hommage à l'incroyable résistance de la vie. Les sédiments qui se sont déposés par couches successives au fil du temps racontent l'histoire de l'extinction. Les couches inférieures datent d'avant la crise et regorgent de fossiles, alors que les couches supérieures se sont formées après. Et là, la vie semble avoir disparu. Le professeur Shen, paléontologue à l'université de Nanjing, a contribué à mettre en valeur ce site géologique exceptionnel pour l'ouvrir aux paléontologues du monde entier, comme Sylvie Crasquin. Depuis 10 ans, la chercheuse française y vient régulièrement pour percer le secret des survivants du Permien. On peut donc voir qu'ici, les roches sont très riches et très abondantes en fossiles. Ça veut dire que jusqu'à la toute fin du Permien, les animaux marins sont encore en vie. C'est ce qu'on peut voir ici. Les animaux et les organismes marins survivent jusqu'ici. Et soudain, ils disparaissent. C'est seulement dans les années 1980, après avoir longtemps fouillé les sédiments à la recherche d'une trace de vie, que les paléontologues ont trouvé les restes de quelques rescapés,
des mâchoires de tout petits êtres vivants. Sur cette limite, nous avons trouvé quelques fossiles, et plus particulièrement de minuscules fossiles de conodontes, que nous appelons Indeodus parvus. Indeodus parvus, c'est donc une pièce buccale de conodonte, un vertébré primitif, et cet Indeodus parvus doit faire en gros 1 mm de longueur et qui est ici reproduit au sommet de cette statue, à peu près multiplié 2000 fois par rapport à sa taille réelle. Et il est tellement important dans ce parc qu'on peut le retrouver sur toutes les plaques qui délimitent ici cette barrière et ce passage. La mâchoire du conodonte, érigée en statue impériale, est devenue le symbole d'un nouveau départ de la vie. En Chine centrale, sur le site de Tudia, Sylvie Crasquin et sa collègue Marie-Béatrice Forel partent à l'aventure à la recherche d'autres survivants qu'elles avaient repérés lors d'une précédente expédition. Mais 10 années se sont écoulées et leurs souvenirs leur jouent des tours. D'après les données GPS, nous sommes au bon endroit. La végétation a beaucoup changé. Ouais. Depuis le temps qu'il n'y a plus de terrasse. Ah, j'aperçois des affleurements. Waouh! Oh, très beau, oui. Une macrofaune, des gastéropodes, Des brachiopodes. Ouais, on a de très beaux coraux. Ah oui, c'est très très beau. très diversifié. Hein. Donc là, définitivement, on est dans le Permien supérieur. Je pense que le Trias doit être juste au-dessus. Oui, c'est parti. Les nouveaux prélèvements que souhaitent faire les deux paléontologues doivent s'étaler de part et d'autre de cette limite. Toujours dans du Permien. Très massif. Ouais. En comparant les individus d'un même groupe avant et après la crise, les deux chercheuses pourraient observer la manière dont ils se sont adaptés à un monde asphyxié par des dizaines de milliers d'années de volcanisme. J'aperçois des calcaires. On va descendre pour aller voir. Je vais aller voir la partie haute. Ça marche. Oui, nous sommes toujours dans le Permien, avec plein de fossiles. Brachiopodes, une taille assez importante. On voit les stries de la coquille. Ce qui prouve que la vie était bien là, bien présente, bien développée. Ah, allez donc voir ce qui se passe là-haut. Ici, de belles structures microbiennes avec ici peut-être un dernier banc de Permien. Faudrait casser pour être sûr. Ok, on va regarder ça. La limite est quelque part par là. On y est. Ici, on a toute une série de bivalves qui sont relativement grands aussi pour l'époque. Est-ce que vous avez trouvé la limite, Marie? Oui, ici, le banc pour lequel on avait un doute, c'est bien déjà du Trias, des microbialites. Déjà des microbialites, d'accord. Donc la limite va se trouver en dessous. À la base, oui. On va avoir un changement de faune très brutal, juste entre le Permien et le Trias. C'est-à-dire que toutes ces faunes qu'on le trouve ici, qui sont quand même de grande taille, hein, tous ces bivalves, ces brachiopodes, vont brutalement disparaître. On va passer d'un monde où tout le monde était bien, pouvait se développer, à quelque chose d'un milieu beaucoup plus stressé, beaucoup plus stressant,
pour les organismes. Échantillon du banc de la base. Donc le 47 dans le premier banc. Dans le tout premier banc, oui. Reste là. Pour que la vie perdure, pour que les groupes puissent se développer et continuer à passer les événements néfastes, il faut qu'ils aient un potentiel adaptatif absolument phénoménal. Je pense qu'on voit des choses qui pourraient être des ostracodes, Marie. Ah bon? Les ostracodes, en fait, sont des petits crustacés absolument magiques et ils vont avoir cette force d'adaptation en étant capables de s'adapter à ces milieux les plus négatifs et les plus stressants de l'histoire du globe. On fait un échantillonnage banc par banc pour les tapis microbiens? Oui. Ce sera plus intéressant. Sommet du Permien. Ça, on devrait pouvoir se raccorder avec ce qu'on a dans d'autres localités. Et réussir à localiser la limite de façon un peu plus précise. Oui, tout à fait. L'extinction du Permien est sans égale. La Terre a été entièrement dévastée. Dans ces conditions, fuir est inutile. Il n'y a plus ni refuge, ni ressources. Seule l'adaptation des organismes à ces conditions extrêmes peut leur permettre de survivre. De génération en génération, il faut muter. Pripyat, en Ukraine, est une ville fantôme abandonnée par ses habitants après l'accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl en 1986. Pourtant, malgré la radioactivité, la vie s'est redéployée. Les scientifiques ont constaté que certains arbres ont réagi en modifiant la chimie de leurs cellules pour protéger leur ADN, montrant la capacité de la vie à s'adapter aux environnements hostiles. Comment les ostracodes se sont-ils transformés pour faire face au cataclysme du Permien? C'est dans son laboratoire parisien de Jussieu que Sylvie Crasquin tente de comprendre leur stratégie d'adaptation. Je suis en train d'observer des ostracodes qui sont présents à la toute fin du Permien, juste avant les événements d'extinction majeure. Si on prend la mesure, la longueur maximale de l'individu ici, donc on voit qu'il fait 450 microns, c'est-à-dire un demi-millimètre, ce qui est une taille tout à fait raisonnable pour un ostracode du Permien terminal. Ici, on a un spécimen qui est des tout premiers bancs du Trias, hein, donc vraiment dans la période de survie. On voit donc ici, on a un spécimen donc, qui est à 250 microns, donc on a perdu pratiquement la moitié en taille par rapport à ceux du Permien terminal. Juste après la crise, les conditions vont être extrêmement stressantes, donc on peut considérer que les ostracodes vont se mettre dans un mode économie d'énergie, c'est-à-dire qu'ils vont réduire au maximum leur métabolisme pour consommer justement moins d'énergie, et donc c'est pour ça qu'on va avoir des formes qui vont être plus petites, avec des œufs qui vont être plus petits également, et avec des cycles de reproduction qui vont être beaucoup plus courts que ce qu'on observe en général dans le paléozoïque. La crise du Permien a balayé plus de 95% des espèces jusqu'à leurs derniers représentants. Les quelques survivants sont réduits à un mode de survie élémentaire. Et pourtant, tant qu'une lignée n'est pas totalement rompue, il reste une chance qu'elle se régénère, se diversifie et donne naissance à de nouvelles espèces. C'est le cas des oursins, autres miraculés
de la troisième grande extinction. Les sous-sols du Muséum d'histoire naturelle de Paris en préservent des centaines de spécimens. Nous sommes ici devant un échantillon de la diversité des oursins tels qu'on peut les rencontrer aujourd'hui dans les océans. On en compte à peu près 1 millier d'espèces, et dans ces milliers d'espèces, il y a une immense diversité de formes, de comportements, de modes de vie, de lieux de vie, depuis la côte jusqu'aux abysses. Et dans cette diversité d'oursins, on se rend compte que tous partagent un grand nombre de caractères, comme les piquants par exemple, qui s'expriment différemment suivant les cas. Ici, nous avons des piquants qui sont très gros, robustes. Ici, nous avons des piquants qui sont longs et fins. Ces caractères sont hérités d'un ancêtre commun. Un ancêtre commun que l'on sait aujourd'hui dater d'environ à peu près 250 millions d'années, c'est-à-dire à la charnière entre le Permien et le Trias. Si on s'intéresse à la morphologie de ces oursins et qu'on retire les piquants, parmi les formes actuelles, on trouve des oursins comme celui-ci. Cet oursin comme celui-ci ressemble énormément aux oursins que l'on rencontre dès le Trias. En fait, ces morphologies-là sont les morphologies ancestrales des oursins. Et parmi les formes qui ressemblent à celle-ci, on trouve un genre qui s'appelle Myosidaris et qui est le seul genre d'oursin connu avant la crise du Permien-Trias et après la crise du Permo-Trias. En quelque sorte, tous les oursins qu'on voit ici sont les héritiers de cet ancêtre commun qui est le survivant de la crise Permo-Trias. Un seul survivant, une immense diversité qui a réussi à se rediversifier. Aujourd'hui, 250 millions d'années après la crise qui a failli les faire disparaître, il existe 1 millier d'espèces d'oursins. Comment de nouveaux mondes parviennent-ils à éclore sur les ruines du passé ? Dans le cas des feux de forêt que nous connaissons aujourd'hui, les insectes sont parmi les premiers animaux à repeupler les paysages dévastés. Ils attirent leurs prédateurs et dispersent des graines provenant des alentours verdoyants. En 1 ou 2 siècles, les forêts redeviennent aussi riches que celles qui étaient parties en fumée. Mais les extinctions de masse touchent la globalité de la Terre. La vie ne peut plus reprendre à l'identique. De nouvelles espèces doivent se former et recréer des écosystèmes inédits. Ni quelques siècles, ni quelques millénaires ne suffisent. Des millions d'années sont nécessaires à l'émergence d'un nouveau monde. Après l'hécatombe du Permien, c'est une biodiversité totalement différente qui va émerger. Sur la terre ferme, les rares tétrapodes qui ont survécu, descendants des premiers vertébrés terrestres, engendreront reptiles, dinosaures et mammifères. Des millions d'années plus tard, au début du Trias, les branches de l'arbre de la vie foisonnent à nouveau. Le Trias est une période d'une extraordinaire innovation, car à la fin du Permien, la vie a été balayée. On repart quasiment de zéro. La vie redémarre de presque rien.
Le Trias est une période incroyable, où tout se diversifie à nouveau, sous des formes et des aspects très variés. Il y a énormément d'animaux bizarres et étonnants au Trias. Dans les océans, des reptiles marins ont fait leur apparition, comme l'ichthyosaure, qui parcourt les mers à la recherche de poissons ou de calamars. Les coraux et les récifs s'épanouissent à nouveau. Les ammonites prolifèrent. Tout comme les oursins et les étoiles de mer. Dans les airs, battent les ailes des premiers ptérosaures, des reptiles volants. Et sur les continents, dans des forêts de conifères, prospèrent de lourds herbivores à carapace. Les animaux terrestres du Trias que je préfère sont les aétosaures. Ils ressemblent à de gros lézards et ont la taille d'un crocodile. Ils possèdent une lourde cuirasse qui ressemble à celle d'un footballeur américain. Mais ils ont une bouche et des dents minuscules. Voilà donc un animal qui a développé toute une armure juste pour se nourrir de végétation. Tout ça pour ça. Cette carapace protectrice est le signe de la présence de prédateurs redoutables, comme l'agile Colophysis, qui chassait probablement en meute. Le Colophysis est l'un des tout premiers dinosaures. Mais ce n'est que des dizaines de millions d'années plus tard que commencera vraiment leur règne, après qu'une nouvelle extinction leur laisse le champ libre. Il y a 200 millions d'années, l'Europe et l'Afrique se séparent du continent américain pour donner naissance à l'océan Atlantique. La Terre entre à nouveau dans une période de volcanisme. C'est la 4e extinction de masse et l'éradication de 80% des espèces. Pourtant, ces mouvements sont aussi le symbole de la formidable capacité de la Terre à faire émerger de nouvelles formes de vie. Les dinosaures survivent, les mammifères survivent, les ptérosaures survivent. Toutes ces lignées se retrouvent maintenant là, sur la terre ferme, en compétition. En Afrique du Sud, dans le Free State, les roches gardent la mémoire de cette renaissance. Celle d'un monde dominé par les animaux les plus gigantesques qui n'aient jamais existé. Le paléontologue Jonas Chouanière et ses étudiants de l'université de Wits de Johannesburg collectent des fossiles de dinosaures provenant à la fois du Trias et du Jurassique pour mieux comprendre la transition entre les deux périodes.
Quand tu creuses à l'intérieur des couches, c'est mieux de commencer par le côté. Si tu creuses verticalement et que tu tombes sur un fossile, tu risques de l'écraser. Donc c'est mieux de creuser latéralement. Si on remonte vers les couches supérieures, on se rapproche de nous dans le temps. Les roches au sommet sont plus jeunes et les roches au-dessus le sont encore plus. Ça va être bon. Je pense qu'on est bon. On va pouvoir l'extraire. Pendant que ses étudiants achèvent l'extraction d'un fossile du Trias, Jonah part à la recherche de sédiments du Jurassique pour de prochaines fouilles. Ces roches sont du Jurassique. Elles ont donc environ 200 millions d'années. Ici, on peut voir les os d'un dinosaure de type sauropode. On voit un os de la jambe ici. Et là, ça rentre tout droit dans la roche. Ce dinosaure est mort ici. Il a été recouvert de sable et de sédiments. On pourrait sûrement trouver tout son squelette. En dessous de nous, dans les roches du Trias, on trouve tout type d'animaux. Mais durant le Jurassique, les dinosaures deviennent beaucoup plus communs. Et presque tout ce qu'on retrouve ici, c'est du dinosaure. Immédiatement après l'extinction, les dinosaures sont petits. Puis très rapidement, leurs corps deviennent énormes. En quelques millions d'années, vous avez des animaux 2 fois plus grands que les éléphants d'aujourd'hui. Au Trias, tout le monde a sa chance. Mais dès qu'on entre dans le Jurassique, il est clair que les dinosaures sont les grands gagnants. Ok, doucement. 1, 2, 3. C'est bon, les gars? Salut! Salut! Alors, vous l'avez sorti? Super! Il n'est pas abîmé? Non, tout va bien. Non, on n'a rien cassé. La couche d'enduit est assez résistante, là? Allez, on en a déjà récupéré un plus gros. Vous êtes prêts? À 3. Faites attention devant vous. C'est à l'université de Wits, à Johannesburg, que sont conservés la plupart des fossiles des collections sud-africaines depuis une centaine d'années. La richesse de ces collections témoigne de la variété des espèces du Jurassique. Salut Timmy. Salut. Tu peux m'aider? Génial. Ça vient du site d'Ilbo. Je t'en avais déjà parlé. On l'a extraite de la couche au niveau de l'extinction entre le Trias et le Jurassique. Je pense que cela va nous raconter des choses intéressantes sur l'extinction. Le fossile est un peu éparpillé par ici et il a la forme d'un anneau, puis il s'aplatit. D'accord, mais ça va prendre un peu de temps. C'est-à-dire? 1 à 2 mois. Ah ok, c'est pas trop mal. Merci Timmy. Salut Marc. Comment ça va? Les fossiles que vous voyez sont les os de l'Edumahadi Mafube, un dinosaure géant d'Afrique du Sud qui a vécu au Jurassique il y a 200 millions d'années. Et ceci est l'os de son pied. C'est le seul spécimen connu alors qu'on cherche des dinosaures en Afrique du Sud depuis plus de 150 ans. Dans la langue Sisutu, l'Edumahadi signifie coup de tonnerre géant.
et Mafoubé signifie aube. Donc ce nom signifie coup de tonnerre géant à l'aube. En étudiant ces os, on sait que cet animal pesait 12 tonnes. C'est incroyable. Les dinosaures ont atteint des tailles énormes peu après la fin de l'extinction du Trias. On pense qu'il marchait à quatre pattes, en fait comme un éléphant moderne, mais avec une allure bien plus imposante. Ce dinosaure est un sauropode. On sait qu'ils avaient un long cou et de petites têtes, un corps géant où ils stockaient la nourriture qu'ils avaient avalée. Un dinosaure comme le Ledou Mahadi a dû bénéficier de l'ouverture des espaces laissés vacants à la fin de l'extinction du Trias. Les dinosaures ont pu rayonner il y a environ 200 millions d'années. Ils ont comblé tous les espaces vides dans l'écosystème. Depuis des herbivores géants, en passant par les dinosaures carnassiers, ils ont dominé la Terre pendant 150 millions d'années. Presque anéantie à la fin du Permien, la vie s'est entièrement renouvelée. Une végétation d'un nouveau type apparaît, les plantes à fleurs. Avec elles, les insectes pollinisateurs se multiplient. C'est un cercle vertueux où l'apparition d'une nouvelle espèce favorise le développement d'une autre. Les herbivores grandissent et se diversifient, et avec eux, les carnivores qui les dévorent. Ces gigantesques sauropodes sont les plus grands animaux que la Terre ait connus. Certains pouvaient atteindre 30 mètres de long, 6 mètres de haut et peser 88 tonnes. C'étaient des animaux impressionnants. Le Crétacé est la période de la démesure. La mâchoire du T-Rex développe une telle puissance qu'il broie les os de ses proies pour les avaler entièrement. Les airs sont dominés par les plus grands animaux volants que la Terre ait connus, les ptérosaures, dont l'envergure peut atteindre 12 mètres. Les animaux des océans sont tout aussi gigantesques. Comme ces plésiosaures, de féroces prédateurs. Ou encore le mosasaure, un reptile long de 18 mètres. Les dinosaures dominèrent le monde pendant 160 millions d'années. Deux périodes géologiques, le Jurassique, puis le Crétacé. Aujourd'hui, leurs seuls descendants sont les oiseaux. Quelle force de la nature a mis fin au règne des géants terrestres. Après le Crétacé, le monde du Paléocène commence à ressembler au nôtre.
Mais l'Inde, qui n'est pas encore rattachée au continent asiatique, subit un épisode volcanique violent qui rappelle celui de Sibérie. Les traps du Décan témoignent d'éruptions étalées sur plusieurs millénaires. Elles datent d'environ 65 millions d'années, une époque qui recouvre la disparition des dinosaures. Jusqu'aux années 1980, la disparition du monde des dinosaures était généralement imputée à ce nouvel épisode volcanique. Jusqu'à ce qu'émerge une nouvelle hypothèse. Une cause extraterrestre. Un scénario à la démesure des animaux légendaires qu'elle aurait décimés. En 1980, a émergé l'idée folle qu'un astéroïde avait heurté la planète et provoqué l'extinction des dinosaures. On a tous pensé que c'était complètement abracadabrant. Des petits hommes verts auraient tué nos dinosaures, une attaque d'astéroïdes, n'importe quoi. On a tous bien rigolé et pensé que c'était une blague. Une blague que certains scientifiques ont prise au sérieux. À l'ouest du Canada, dans les Badlands, le paléontologue François Terrien du Musée royal de Tyrrell fouille depuis plus de 10 ans les sédiments. Cette vallée, creusée par la Red Deer River, a permis aux scientifiques de déterrer des milliers de squelettes de dinosaures. Et une couche de sédiments que François Terrien a analysée raconte une histoire passionnante. Alors, vous voyez ici cette couche couleur saumon. C'est la ligne qui marque la fin de l'ère des dinosaures et le début de l'ère des mammifères. Pour les géologues et les paléontologues, cette couche ici préserve un registre d'un événement catastrophique, un impact météoritique qui eut lieu voilà 66 millions d'années. À la toute base, on trouve les derniers pollens des dernières plantes à avoir poussé au Crétacé, suivi d'iridium, qui est un élément très rare à la surface de la Terre, mais très abondant dans les météorites. Cette couche ici mesure entre 1 et 3 cm d'épaisseur. Et au-dessus, on trouve les débris de poussière qui sont déposés hors de l'atmosphère dans les 10 années qui ont suivi l'impact météoritique. Donc, pour les paléontologues et les géologues, cette ligne-ci marque l'extinction des dinosaures. Pourtant, à la fin du XXe siècle, le scénario extraterrestre ne convainc pas encore tous les scientifiques. Il manque à la démonstration la preuve de l'impact, le cratère creusé par la météorite. Les scientifiques partent à sa recherche. Chaque cratère est analysé et daté, mais aucun d'entre eux ne coïncide avec l'extinction des dinosaures. Ce sont finalement 2 géologues d'une compagnie pétrolière qui découvrent par hasard, près des côtes mexicaines, dans la péninsule du Yucatan, un cratère d'un diamètre de 177 km et qui date de 66 millions d'années. Le scénario de la plus célèbre des apocalypses se précise. Imaginez, vous êtes sur Terre, il y a 66 millions d'années. Vous vous promenez dans une magnifique forêt. Un tricératops broute juste à côté de vous. Votre seul souci, c'est d'éviter de tomber nez à nez avec un tyrannosaure rex. Mais pour l'instant, tout va bien. La vie est belle. Soudain, l'espace d'un instant, une lumière aveuglante, et vous êtes mort. L'impact de cet astéroïde a été exceptionnel, car contrairement aux extinctions précédentes, celle-ci a été globale et instantanée. En fait, il n'a fallu qu'1 ou 2 secondes à l'astéroïde pour traverser l'atmosphère.
L'astéroïde s'est littéralement vaporisé lors de l'impact. Il n'en reste que de la roche fondue et fragmentée. Et tout ça se retrouve propulsé vers l'orbite basse de la Terre. Au-dessous, la Terre continue de tourner. Et tandis que tous ces débris retombent dans l'atmosphère et sur le sol, la température augmente. Le ciel bouillonne. Toute cette chaleur provoque des incendies. Où que vous soyez sur la Terre, en quelques heures, vous êtes touché. Si vous êtes en Amérique du Nord, votre sort a été réglé dès la première explosion. La fumée se répand partout. La poussière bloque la lumière du soleil. Si vous êtes une plante, plus de photosynthèse. Si vous êtes un grand animal et que vous avez survécu à l'explosion initiale, vous n'avez plus rien à manger. Vous ne passerez pas l'hiver. Un tremblement de terre de magnitude 13 se déclenche, puis un gigantesque tsunami. Une pluie de roches se disperse sur des centaines de kilomètres. Les océans aussi sont touchés et leur chimie bouleversée. Le phytoplancton disparaît pendant des mois. Le zooplancton est anéanti. La chaîne alimentaire marine est décimée. Au total, les 3/4 des espèces ont disparu. Tous les grands dinosaures sont rayés de la carte. Les terres des Badlands au Canada sont comme l'immense cimetière de ce monde disparu. Les sols regorgent de fossiles de dinosaures. Ces os que déterre l'équipe de François Terrien sont probablement ceux d'un hypacrosaure, un membre de la famille des dinosaures à bec de canard. Chaque fouille témoigne de la luxuriance d'un monde que les dinosaures dominaient sans partage. Si les dinosaures avaient survécu à leur extinction il y a 66 millions d'années, sûrement qu'ils auraient continué à régner sur la Terre pendant des millions d'années. Ils auraient maintenu une grande pression sur les mammifères et les auraient empêchés d'évoluer. Mais les mammifères, à la fin du Crétacé, étaient tous très petits, de la grosseur d'une souris. Donc, c'est certain que les gros prédateurs, comme le Tyrannosaure rex, ne se nourrissaient pas de ces mammifères-là. Donc, c'est certain que les mammifères ont eu la liberté de pouvoir évoluer, de pouvoir s'adapter à toutes les niches écologiques qui avaient été libérées lors de l'extinction des dinosaures. Le Musée royal Tyrrell au Canada conserve une des plus importantes collections de dinosaures au monde, dont le plus redoutable d'entre eux, le Tyrannosaure rex. Mais les scientifiques étudient aussi les animaux qui leur ont succédé. Craig Scott, directeur de la préservation et de la recherche du musée, est spécialisé dans l'étude des mammifères du Paléocène. Je suis principalement paléodontiste, car la grande majorité des spécimens que j'examine sont des dents. Les fossiles de mammifères que nous avons répertoriés sont en grande partie des dents. Vous avez parfois des mâchoires et parfois des restes post-crâniens. Mais pour les mammifères de cet âge et plus vieux, on ne trouve que des dents.
En regardant ses dents et leur forme, on voit que cet animal mangeait probablement des aliments résistants, peut-être des insectes à carapace dure ou même des mollusques, c'est-à-dire des coquilles d'escargots ou des crabes. Et je peux aussi dire, en regardant ses dents, qu'elles ressemblent beaucoup à celles de hérissons ou de musaraignes adultes. Les mammifères qui ont survécu à la 5e extinction de masse avaient la taille d'un rat. Mais les fossiles que Craig Scott a découverts montrent la vitesse avec laquelle ils vont évoluer, se diversifier et grandir, en profitant des niches écologiques laissées vacantes par les dinosaures. Il s'agit du crâne d'un animal appelé le pantodonte. Les pantodontes étaient de grands herbivores ressemblant à des hippopotames. Ils vivaient au Paléocène et à l'Éocène. Ils représentent le groupe de mammifères ayant atteint la plus grande taille au Paléocène. Certains d'entre eux ont atteint la taille d'une très grosse vache. Les canines très élargies, que vous voyez là, se trouvent plus généralement chez les mammifères carnivores. Mais en fait, cet animal était un herbivore. Ses prémolaires et ses molaires ont une grosse couronne et leur crête est très tranchante. Il est donc en fait probable que cet animal se nourrissait de végétation. Dans les 15 ou 20 millions d'années qui ont suivi l'extinction, les mammifères sont passés d'animaux de taille moyenne, probablement celle d'un petit lapin, à des animaux semblables aux hippopotames actuels. C'est un écart énorme. Et à peine 10 millions d'années plus tard, les mammifères sont devenus encore plus grands et ont atteint une taille équivalente à celle des éléphants et des rhinocéros actuels. Les grandes extinctions sont les révolutions de l'histoire de la vie. Jamais le fil ne s'est totalement rompu. Mais, à 5 reprises, les bouleversements ont été si violents qu'une nouvelle ère s'est ouverte. De nouvelles branches de l'arbre de la vie se sont déployées pour donner naissance à des mondes nouveaux. Aujourd'hui, les requins sont toujours les super prédateurs des océans, depuis que le fameux Dunkleosteus s'est éteint. Quelques crinoïdes sont encore visibles. Ils ont d'ailleurs appris à se déplacer. Les oursins, quant à eux, sont plus variés que jamais. Et sur les terres, issus d'un petit animal survivant d'une apocalypse, les mammifères occupent tous les espaces. Certains retournent même dans les mers. Ils évoluent dans des formes variées, adaptées à tous les climats, à tous les environnements. C'est une diversification rapide et abondante. 65 millions d'années après la dernière extinction, le monde sauvage a retrouvé la même diversité. C'est un 6e paradis terrestre, à nul autre pareil. Et parmi cette multitude, un jour, une espèce de primate s'est dressée sur ses pattes arrière. Après les dinosaures, les êtres humains vont dominer la Terre comme nulle autre espèce avant eux. Certaines lignées importantes par le passé ont disparu. Elles n'ont pas survécu aux extinctions. Aujourd'hui, pourtant,
Nous vivons dans un monde composite peuplé d'humains, d'arbres, de poissons, d'oiseaux, de primates. On peut remonter chacune de ces lignées et trouver à quel moment la chance leur a souri. À quel moment leurs ancêtres ont survécu aux grandes extinctions. À quel moment ils se sont diversifiés. Nous sommes tous des survivants. Les êtres humains ont appris à comprendre la fragilité du monde. Ils observent la planète et son évolution. Ils surveillent les écosystèmes parce qu'ils savent qu'ils en dépendent. Ils scrutent le ciel et la trajectoire d'astéroïdes menaçants. Peut-être un jour seront-ils capables de les détourner. Mais la prochaine grande extinction pourrait venir d'ailleurs. Il est indéniable que nous vivons une crise de la biodiversité, dont le rythme n'a pas été vu sur Terre depuis des millions d'années. Ce qui est alarmant aujourd'hui, c'est qu'on se rendra compte qu'il s'agit bien d'une extinction de masse qu'après coup. Et il sera bien trop tard. Toutes les crises précédentes ont eu des causes naturelles, que ce soit le volcanisme, des changements climatiques ou même des impacts météoritiques. Mais la différence avec la crise actuelle, c'est qu'elle est exclusivement créée par l'homme. Donc elle est beaucoup plus imprévisible et beaucoup plus dramatique. À chaque extinction, on voit qu'une ou deux espèces deviennent dominantes. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. L'humanité se développe au détriment des autres animaux de la planète. L'échelle temporelle dont nous parlons pour la crise actuelle est incroyablement rapide, bien plus que tout ce que nous avons connu auparavant. L'homme détruit sa planète à une vitesse absolument phénoménale, puisqu'on voit, nous, à notre échelle humaine, disparaître des espèces. Les plantes, les mousses, les oiseaux, les poissons, les abeilles, la liste est longue. Le fait de ne pas comprendre que nous sommes en étroit lien avec tous ces organismes-là va amener à terme potentiellement la disparition de l'homme lui-même. Dire que nous ferons partie des survivants, je n'en suis pas du tout convaincue, mais la vie va perdurer, bien sûr, sous d'autres formes. Quoi qu'il arrive, la vie va se régénérer sur Terre et cela ne prendra que quelques millions d'années. Mais qui seront les acteurs du prochain chapitre de l'histoire de la vie sur cette planète? Personne ne le sait. Les géologues et les paléontologues déchiffrent l'histoire de la Terre dans les cailloux, dans les couches. Ils arrivent donc à connaître le passé de la Terre. En ce qui concerne l'avenir, ce sont des scientifiques, donc prédire l'avenir n'est pas leur domaine, ce ne sont pas des devins. Mais ce que l'on observe depuis quelque temps, c'est qu'il y a une grande crise de l'environnement, une grande crise de biodiversité, et que cette crise, elle est surtout due aux activités humaines. C'est qu'en effet, l'homme exerce un pouvoir sur la planète jusque-là tout à fait inégalé. Alors il y a déjà des dégâts considérables qui sont observés. Néanmoins, si on réagit, et quand je dis réagir, ça ne veut pas dire simplement une prise de conscience, c'est prise de conscience plus action, alors on pourra peut-être limiter la casse.